Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai 10 livres à vous présenter. Il faut que je vous présente ces 10 parce que j'en ai déjà 4 autres qui attendent et puis je vais peut-être en finir 2 aujourd'hui, donc ça va en faire 6 déjà. Voilà. Donc 10 livres à vous présenter, dont 8 qui sont des services presse, parce que vous le savez, au mois de septembre, j'ai privilégié les services presse, clairement. Et du coup, étant donné que c'était la rentrée littéraire, j'en ai reçu beaucoup, donc forcément j'en ai lu aussi beaucoup. Et du coup je vais vous présenter les deux seuls qui ne sont pas des services presse tout de suite. Et comme ça vous saurez qu'après c'est tous les livres qu'on m'a donné gratos. Voilà, il n'y a pas de cachotterie. Non, pas de cachotterie. Donc je commence avec Les Mystères de Larry Spem, le tome 2, Les Jeux du siècle de Lucie Pierre Apajot, que j'ai lu en lecture commune avec Poppy du blog de Poppy, ou Maureen, de son petit prénom, voilà. Comme pour moi, enfin elle comme moi, on est assez mitigés sur cette lecture. J'avais bien aimé le tome 1, franchement j'avais plutôt bien accroché. Après il m'en était pas resté, j'en suis rendu compte quand j'ai commencé ce tome 2, je me suis rendu compte qu'il me restait pas énormément d'éléments du tome 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que c'est pas un livre qui m'a énormément marqué. J'ai passé un bon moment pendant le tome 1, mais de toute évidence, en un an, parce que je pense qu'il s'est à peu près passé un an ou un peu moins d'un an entre le moment où j'ai lu le tome 1 et le tome 2, puisque je suis à jour dans cette saga, il m'est pas resté grand chose de ce tome 1. Bon, déjà ça veut dire quelque chose. Et là, ce tome 2, je suis mitigée pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est le personnage de Liberté, qu'on rencontre dans le tome 1, qui est un des personnages principaux, puisque clairement on a 3 personnages principaux, on a Liberté, Carmine et Nathanaël. Liberté, elle est quand même cruche de chez cruche. On lui pardonne dans le tome 1 parce qu'elle débarque, oui, parce qu'on la rencontre, donc c'est comme si elle débarquait pour nous, donc. Mais là, dans ce tome 2, je trouve qu'à un moment donné, faut se secouer, meuf, quoi, tu vois. Faut arrêter d'être con, hein, voilà. Elle est pas con en plus à la base, mais enfin, je veux dire, c'est quand même une mécanicienne, elle connaît plein de trucs, elle s'intéresse à plein de trucs, mais je sais pas, vous voyez, elle est quand même relativement cruche, et ça m'a un peu saoulée tout le long de ce livre. Il y a quand même un revirement de situation vis-à-vis d'elle qui est intéressant sur la fin, vraiment intéressant. Pour les autres personnages, je les ai bien aimés, j'ai bien aimé leur relation entre eux, leur évolution, tout ça. Mais ce qui m'a le plus gêné dans ce bouquin, c'est les jeux. Donc clairement, on vous met en avant, hein, c'est le titre du tome 2, les jeux du siècle. Donc franchement, je me suis dit cool, moi j'aime bien cette notion de jeu, vous voyez, ils combattent, entre guillemets, parce que là on n'est pas dans du combat à proprement parler, mais bon, il y a des épreuves, tout ça, ça me plaît bien. Sauf que je me rappelle très bien ce que j'ai dit à Poppy au bout, je pense, au moins à la moitié du livre, voire un peu plus. Je lui ai dit, franchement, on dirait un Hunger Game low cost, quoi. On veut vous faire frissonner, ou peut-être pas frissonner, mais vous tenir en haleine avec les phases de jeu, puisque c'est pas tout le long, en fait, vous voyez. En plus, il y a ça aussi, c'est que Hunger Games, vous êtes la tête dans le guidon dans les games, les jeux, tout le long, quoi, jusqu'au... Voilà, enfin, en tout cas, la plus grosse partie du bouquin. Alors que là, clairement, on est sur des phases de jeu, parce que, en fait, vous avez plusieurs équipes, et que c'est comme un jeu de loi, on vous le dit, c'est comme un jeu de loi, donc en fait, chacun lance les dés chacun son tour, et fait son épreuve, quoi, en gros. Et des fois, certaines équipes combattent l'une contre l'autre dans certaines épreuves. Déjà, j'ai pas tout compris au système du jeu en lui-même. Déjà, c'était pas ultra clair. Et ensuite, du coup, c'est des phases. Sauf que les phases de jeu, c'est celles que je préférais le moins. Enfin, que j'aimais le moins, plutôt. C'est pas que je préférais le moins, voilà, c'est que j'aimais le moins. Ça m'intéressait pas. Et rien que quand je me disais, oh là là, ouais, allez, chapitre suivant, c'est une phase de jeu, je me disais, oh, ça va me gonfler, ça va durer combien de temps? J'ai pas aimé les phases de jeu. Je voyais pas l'intérêt, en fait. Clairement, je trouve pas que ça portait l'histoire. Je pense que l'auteur a voulu s'en servir pour mettre en avant, enfin, pour faire un fond à l'évolution des relations entre les personnages, à l'évolution peut-être de l'histoire, mais non en fait. Clairement non, je pense vraiment qu'elle aurait pu faire complètement différemment sans passer par cette notion de jeu qui est pas intéressante. Moi je trouve que les jeux ne sont pas intéressants, les phases de jeu sont pas intéressantes, ça apporte rien vraiment au roman, à l'histoire quoi. C'est vraiment, pour moi c'était vraiment les passages où, bon faut le lire parce qu'on va pas sauter ce passage là parce qu'il y a sûrement des éléments qui sont intéressants à lire, mais bof quoi.
Et clairement, ce qu'on en disait avec Poppy, c'est que elle a des très bonnes idées, cette auteure. Elle a des très bonnes idées. On les sent qu'il y a des très bonnes idées, qu'il y a un univers incroyable. On est dans ce Paris, enfin l'Arispem, qui est une cité-état depuis 30 ans, qui en plus est une cité-état qui commence à être un peu à bout de souffle, parce que clairement, c'est une ville en plein milieu de la France, hein, quand même, il faut le dire. Et que ils sont obligés de tout acheter, de tout faire venir chez eux, parce que quasiment tout, et que la France elle est pas toujours très sympa avec eux. Donc cette notion un peu politique est super intéressante, pas très développée mais elle est super intéressante. J'espère qu'elle sera peut-être un peu plus développée, je pense qu'elle le sera un peu plus dans le troisième et dernier tome. Mais c'est dommage, je pense vraiment que cette histoire de jeu, et finalement, même si c'est ce qu'elle veut mettre en avant, que, voilà, avec le résumé, avec le titre, tout ça, on aurait pu s'en passer. Voilà. Donc c'est pas une mauvaise lecture, je suis mitigée, mais je lirai le troisième tome parce que j'ai très envie de savoir comment ça va se finir, comment les personnages vont évoluer encore et vont finir cette histoire. Ça m'intéresse beaucoup, mais voilà. Moi c'est pas un coup de cœur. Le premier tome était une très bonne lecture, j'avais été très prise quand même par l'ambiance, parce que vous savez que j'aime le steampunk, et là on est sur du steampunk, c'est clair et net, on est aussi sur de l'Uchronie, ça j'aime beaucoup aussi, mais ce tome 2, voilà, moi j'ai pas été en kiff ultime. Et le deuxième livre qui n'est pas un service presse, il s'agit de Noir Démon, le tome 1 de Susan Wright. Donc Susan Wright c'est celle qui a écrit La Meute du Phénix. J'avais très envie de tester cette saga, et ça ne vaut pas pour moi La Meute du Phénix. Alors, ce que j'aime bien dans cette saga, c'est la mythologie autour des démons, qui est vraiment, on vous parle que des démons, hein. Je sais pas s'il y a d'autres créatures, mais là on vous parle que des démons et des clans de démons, et c'est super intéressant, même si ça pourrait être encore plus développé, mais je pense que ça va l'être encore plus dans les tomes qui vont venir. Ça j'ai bien aimé, surtout que les démons c'est pas ce que je lis le plus, et ça change, ça fait du bien. Ce qui m'a un poil gêné, c'est les scènes de fesses. Alors, c'est pas les scènes de fesses en elles-mêmes, parce que moi, clairement, je kiffe La Meute du Phénix, vous le savez, c'est mon petit plaisir coupable, clairement, il n'y a pas d'histoire, mais j'aime lire les histoires d'amour de ces personnages. Ça me dérange pas la fesse qu'il y a dedans, même si c'est un peu vulgaire, même si c'est un peu brutal, mais bon, voilà, c'est brutal, enfin brutal. C'est brutal et en même temps c'est des loups-garous, vous voyez, donc ça me choque pas. Et puis c'est brutal dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire c'est aussi bien l'homme avec la femme que la femme avec l'homme, quoi. Et donc du coup, ça me choque pas. Alors que là, on est clairement sur un... Comment dire, dans les scènes de fesses, on est clairement sur du dominant et dominé, donc du maso et j'allais dire du facho. Du sadomaso, enfin non pas sadomaso, peut-être pas, c'est pas le terme, mais soumis, dominant et soumis si vous voulez. C'est du consenti, hein, c'est consentant, la nana elle est consentante, elle est ok pour être plus soumise et elle est complètement soumise dans les scènes de fesses, clairement. Mais moi, c'est pas ce que je kiffe en fait. C'est... non, je me rends vraiment compte en lisant ce bouquin-là que clairement, c'est pas le fait que ce soit des scènes de fesses un peu explicites ou beaucoup explicites ou quoi que ce soit. Ce qui me chagrine, ce qui me gêne, c'est cette notion de dominant-dominé, de dominant-soumis, quoi. J'aime pas trop. Voilà, je suis pas en kiff de ça. Alors, même si c'est consentant, voilà, je respecte hein, les gens qui ont cette sexualité-là, ils font ce qu'ils veulent. Hein, du moment que c'est consentant des deux côtés, moi ça me va. Mais à lire, c'est pas mon kiff absolu. Je pense quand même que je lirai la suite parce que j'ai envie un petit peu d'évoluer dans cet univers d'urban fantasy avec des démons, avec ses clans. J'ai plutôt bien aimé quand même les deux personnages principaux, Harper et Equinox, qu'on va retrouver, hein, puisqu'on n'est pas comme dans la Meute du Phénix, on n'est pas sur des tomes compagnons. Dans la Meute du Phénix, vous prenez un membre de la meute et chaque tome est un membre de la meute avec son histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. Et dans Noir Démon, pas du tout. Hein, on va rester, d'ailleurs moi je pensais que ça allait être comme dans la Meute du Phénix, mais pas du tout. On reste avec Harper et Knox, qui sont donc notre couple principal, et qu'on va suivre au fur et à mesure des tomes, comme dans pas mal d'urban fantasy, hein, Chasseuse de la nuit, Mercy Thompson, Charlie Davidson, etc. Tout ça c'est des ouvrages, des sagas où on suit un personnage ou un couple de personnages
tout le long des tomes. Et donc là on est là-dedans avec Noir Démon. Donc je sais du coup que je vais retrouver ces notions de fesses dominant-dominé, mais j'ai envie quand même de tester. Si vraiment dans le tome 2 je sens que ça me bloque toujours un peu, que ça me plaît toujours pas, enfin voilà, que ça me plaît pas, bah j'arrêterai. Voilà la saga. C'est pas une mauvaise saga, si vous aimez l'urban fantasy, ça casse pas trois pattes à un canard, mais clairement c'est sympathique, surtout que ça change, c'est avec des démons, exclusivement des démons. Et mais voilà, il faut que vous sachiez ça. Il y a des scènes de fesses, ça je m'y attendais parce qu'en même temps c'est le même auteur que La Meute du Phénix. Des scènes de fesses explicites, mais du coup des scènes de fesses dominant-dominé. Voilà quoi, soumis avec un dominant. Et bien évidemment, ça aurait été intéressant hein, pour le coup que ce soit la femme pour une fois qui domine et que l'homme soit le soumis. Mais non, hein, parce que ça c'est avant que ça arrive dans l'urban fantasy chez Milady, on a le temps. Hein. Oui, on a le temps. Ensuite, je vous parle d'un one-shot, il s'agit de Délices Nocturnes de Jade Corbeau, aux éditions du Petit Caveau, voilà, qui m'a été envoyé. Donc, vous savez, hein, là, tous les ouvrages que je vais vous présenter, c'est des services presse, voilà. C'est un tout petit livre avec des vampires, c'est de oui, c'est de l'urban... Oui, c'est du fantastique, voilà, on va dire ça comme ça. En bref, on est sur notre monde où les vampires sont connus, on sait qu'ils existent, ils vivent avec... les gens, voilà, et ils savent à peu près se contrôler, voilà, ils ont le droit, enfin voilà, en général, ils s'associent avec un humain qui accepte de donner son sang, en échange ils leur permettent de pouvoir les guérir quand il y a besoin grâce à leur salive, tout ça. Bref, on va suivre plusieurs personnages, dont Vianney, qui est un jeune vampire, qui est un chocolatier. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était une jolie histoire. Je peux pas vous en dire grand chose parce que c'est extrêmement court, ça fait 170 pages, voilà, 170 pages, mais on suit plusieurs vampires, plusieurs humains, et comment en fait leurs histoires vont s'entrecroiser au final, et c'était très sympathique, franchement, j'ai vraiment passé un super moment. Je suis pas une grande fanat de vampires, vous le savez, moi je suis plutôt team loup-garou pour ma part, mais les vampires ça reste... quand c'est bien écrit, ça reste sympathique, voilà. Et là, c'est très court, ça passe très vite, c'est une histoire d'amour, enfin, c'est des histoires d'amour, si on peut dire, oui, plusieurs histoires d'amour, et comment finalement les vampires, mais aussi les humains, apprennent à vivre ensemble, voilà, ce qui n'est pas toujours aussi évident que ça peut le paraître. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, il est à 12,90 € ce petit ouvrage, vous le trouvez sur le site internet des éditions du Petit Caveau. N'hésitez pas, je crois qu'il n'y a pas de frais de port, et moi j'ai bien aimé. Voilà, plus je découvre les éditions du Petit Caveau, et plus j'aime ce qu'ils font. Ça me plaît bien. Je me suis lu Les Improbables Aventures de Mabel Jones de Will Mabbitt, voilà, le tome 1. Il n'y a pas de... C'est juste le tome 1, il n'y a pas de sous-titres. Voilà, il n'y a pas de sous-titres. Alors, c'est très jeunesse, j'ai bien aimé comment c'était fait, ça se lit super vite parce qu'il y a des illustrations, parce que... En fait, le narrateur, il vous parle. Il vous parle. J'aime bien. C'est un peu comme dans Les Orphelins Baudelaire. Il vous parle. C'est cool. Donc je pense que pour des enfants, ça permet de se sentir plus investi dans l'histoire. Mabel Jones, c'est une petite fille qui va se faire enlever par des pirates d'un autre monde qui sont tous des animaux. Et pour pouvoir rentrer chez elle avec ses parents, elle va devoir trouver comment dire, certains objets et qui vont lui permettre de franchir le passage. Et c'est drôle, c'est mignon, j'ai passé un super moment, je peux pas vous en dire grand chose de plus. Je lirai les autres tomes parce que franchement, j'ai bien aimé cette petite fille, ça a été un bon moment de passer, voilà. On est clairement, vous l'aurez compris, sur une lecture plutôt 9-12 ans, hein, voilà. Et pour le coup, aussi bien pour les garçons que pour les filles, parce que même si on est avec des pirates, c'est une petite fille, l'héroïne, et ça c'est cool. Je me suis lu Lena Wilder de Joanne Elio, le tome 1, enfin carnet 1 sauvage aux éditions Lynx, donc je vous ai déjà présenté un livre de cette maison d'édition qui vient d'ouvrir, et j'avais déjà bien aimé Asynchrone, voilà, de Fabien Clavel que je vous avais présenté, mais là, en fait, je m'attendais pas à ça. Mais du tout. C'est-à-dire que on vous dit pas tout dans le résumé, donc je vous dirai absolument pas ce qu'il en est là comme ça en point lecture, parce que moi j'ai adoré ne pas savoir en fait. Je me suis retrouvée devant le fait accompli en me disant
mais non, mais c'est cool ça. Et j'étais super heureuse du coup. C'est du fantastique, je peux vous dire ça. Avec une jeune fille, une adolescente qui, qui a l'habitude de changer de ville tous les 6 mois, enfin très régulièrement. Sa mère déménage tout le temps, sa mère est une grande paranoïaque qui est persuadée que quelqu'un, qu'un groupuscule essaye voilà. Et en fait elle se dit ma mère est tarée, une grosse tarée là, bon, bref vous voyez, en plus elle doit avoir 16-17 ans, enfin voilà, elle se dit oh là là, vivement que j'ai mes 18 ans, que je me casse d'ici. Elle a jamais connu son père, sa mère veut pas en parler, et en fait, clairement, là, elle va être à un âge justement où elle va commencer à changer. Alors, vous allez me dire, à 16-17 ans c'est normal, nous aussi, on prend des nichons, tout ça. Mais elle va changer différemment, voilà. Et du coup, elle va se poser de plus en plus de questions sur ses origines, et si finalement sa mère était réellement parano, ou enfin, si réellement sa mère est parano, ou peut-être pas tant que ça. Peut-être que finalement sa mère est pas si folle qu'elle le pense, et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, je l'ai lu super vite, il m'a tenu en haleine, et j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, mais complètement quoi. Et en plus, l'auteur il est un peu sadique quand même quoi, parce qu'il y a quand même des passages assez durs, je trouve, enfin durs. Voilà, je veux pas vous en dire grand chose parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie que vous alliez un peu comme moi dans ce bouquin sans en savoir grand chose non plus. Ce qui est bien, c'est que du coup, le résumé, clairement, il vous donne pas, enfin, vous avez même l'impression que c'est quelque chose de bateau, puis finalement c'est quelque chose de pas du tout bateau, donc franchement, n'hésitez pas, essayez Lena Wilder, je l'ai même préféré par rapport à un synchrone, mais voilà, n'hésitez pas. Et j'avais un peu peur parce que Johan Elliot, j'ai déjà lu 2 choses de lui, j'avais lu Le Fer au cœur que j'avais bien aimé sans plus, et j'avais lu le premier tome d'une autre saga, dont j'ai perdu le nom, mais que j'ai stoppé du coup. Et les 2 premières fois que je l'ai lu, j'avais en fait été un peu... j'avais pas accroché à ces personnages féminins, j'avais pas trop aimé leur façon de faire, alors que là, mais elle est trop bien Lena, mais elle est trop bien quoi. Donc franchement, n'hésitez pas, lancez-vous, je sais pas, il est à 16,90 €, donc pour un grand format, un prix lambda, voilà. Et n'hésitez pas à soutenir ces nouvelles maisons d'édition qui émergent pour éviter justement que tout soit perdu au bout de quelques mois, au bout de quelques années. Et clairement on est sur du très bon pour le moment de ce que j'ai lu d'eux, et j'ai très hâte de pouvoir tout simplement lire autre chose de cette maison d'édition. En plus, je vais être sincère, je me fais pas trop de soucis parce que je sais que derrière il y a Charlotte Bousquet qui fait partie, alors je sais pas si elle est directrice de collection ou même si c'est elle-même qui a créé les éditions Lynx. Je crois bien qu'elle est même derrière la création des éditions Lynx. Mais en tout cas, elle est là, elle est présente. Et il y a aussi Mathieu Guibé des éditions du Chat Noir qui est présent pour cette maison d'édition là. Parce qu'en plus, ils proposent, j'ai vu, alors je sais pas si c'est encore sorti, mais ils vont proposer des intégrales de certaines sagas qui sont sorties aux éditions du Chat Noir, mais aux éditions Lynx. Et franchement, celle de la saga de Cécile Guillot, il y a aussi celle de Agnès Marot qui vont sortir aux éditions Lynx. Elles sont trop belles les couvertures, ça me donne très envie, donc franchement, voilà. Penchez-vous un peu sur la question des éditions Lynx. Ça vaut le coup, moi je trouve. Et je dis pas ça parce que j'ai reçu le livre gratuitement. Hein, vous savez que c'est pas mon genre. Quand j'aime pas, je vous le dis. Quand j'aime, je vous le dis. Juste là, je trouve que c'est une maison qui a du potentiel. Dernier tome 1 que j'ai lu, puisque le reste ce sera de la suite de saga. Oh mon dieu, je suis en train de vous faire... Ouh, je vous montre mon épaule. C'est coquin ça. Donc dernier tome 1 que j'ai lu pour ce point lecture, c'est Jack et le bureau secret de James R. Hannibal, donc aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc je vous l'avais montré en book haul, sur les réseaux sociaux, je le trouve magnifique. Après, j'ai passé un très bon moment, c'est assez jeunesse, on est sur une course-poursuite, une course contre la montre, clairement. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Moi je trouve vraiment qu'on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Juste, j'étais un petit peu perdue en me disant mais du coup c'est du fantastique ou pas? Parce que pour moi c'est du fantastique, mais dans l'histoire on vous dit mais non ça n'a rien à voir, ce n'est pas du fantastique, c'est normal, c'est juste ton cerveau qui est surdéveloppé, enfin voilà. Bon vous allez me dire du coup c'est de la science-fiction, mais bon, c'est de l'imaginaire je pense quoi qu'il en soit, c'est de la SFFF.
C'est juste que ça m'a un peu perdue parce que la jeune fille qui s'appelle Gwen dit à Jack mais non, pas du tout, t'as pas de pouvoir, c'est juste que ton cerveau est surdéveloppé, enfin voilà, bref. Donc il n'empêche que c'est très intéressant, on n'a pas le temps de souffler, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est de la jeunesse, hein, clairement. Pour moi, on est peut-être pas sur du 9-12 ans, peut-être plus sur 12, 14, 15, vous voyez. C'est pas du young adulte, mais c'est pas non plus ce que je ferais lire à du... Ou alors, faut vraiment que ce soit un enfant qui lise vraiment bien à 9 ans. Mais voilà, je suis un peu le cul entre deux chaises, vous voyez. Pas du 9-12 ans, mais c'est pas du young adulte non plus complètement. C'est entre les deux, voilà. C'est pas du steampunk. Je sais que je vous l'avais dit parce que on parle de scarabée mécanique, mais finalement c'est pas franchement du... Enfin... Là aussi je sais pas trop, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que entre les scarabées mécaniques et le fait que dans l'univers dans lequel Jack va mettre le pied, qui est un peu... qui est pas un univers, qui est pas une dimension parallèle hein, du tout, c'est juste une sorte d'univers caché au sein d'une autre. Ça fait un peu steampunk dans l'ambiance 20e siècle, vous voyez. Attendez, je dis une connerie, 19e siècle plutôt, pardon. Ça pourrait faire un peu penser, mais c'est pas... Si vous cherchez du steampunk, clairement c'est pas dans ce bouquin-là que vous allez le trouver. C'est clairement pas là où on a le plus de steampunk. Voilà, donc soyez au courant. Après, je trouve qu'il y a des petits éléments. Des petits. Mais bon, voilà. C'est pas ça qui m'a fait dire que j'ai plus aimé ce bouquin parce qu'il y a du steampunk. Non. J'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé cette course-poursuite, cette course contre la montre, cette enquête. C'est super intéressant et je pense vraiment que je me pencherai sur le tome 2 parce que c'est un univers qui me plaît bien et que du coup à la fin on vous donne envie quand même parce que Jack du coup on sait que dans le tome 2 il va apprendre à développer tous ses pouvoirs entre guillemets, on vous dit que c'est pas des pouvoirs magiques mais en tout cas c'est dons, voilà, tous ces dons et je pense que ça peut être bien cool. Je continue donc avec des suites de saga, donc le tome 5 de Wonder Park de Fabrice Collin, qui est l'avant-dernier tome aussi, si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'il n'y en aura que 6, mais je peux me tromper. Bon, comme d'habitude, j'ai adoré, ça se lit super vite. Qu'attendez-vous pour faire découvrir ça à vos enfants? Je ne sais pas, allez-y, c'est trop cool. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus parce que c'est un tome 5. On est là dans un... Vous savez, hein, chaque fois il passe d'un monde à un autre. Et là on est sur un monde de Discord, donc c'est le grand Nawak, voilà, c'est le grand n'importe quoi, et c'était super marrant, super sympa, et en même temps assez profond quand même, c'est assez profond je trouve, ouais, ils s'en prennent quand même plein la gueule ces gamins, donc voilà, j'aime beaucoup et je vous conseille. Encore et encore. Je me suis fait aussi le tome 2 des recueils d'occultes racines, donc le tome 2 c'est le livre d'Enora de Sarigan, aux éditions 1115, donc ce petit format poche qui est très très bien d'ailleurs. Alors qui est à 11 €, mais parce que c'est une petite maison d'édition, donc il ne faut pas hésiter à les soutenir encore une fois. J'ai bien aimé, clairement c'est un livre particulier. Ça reste une saga particulière. Si vous vous attendez à une saga où il y a beaucoup d'action, vous allez être déçus. C'est une saga qui est un peu plus... comment je peux vous dire ça? Peut-être pas onirique, mais qui est beaucoup dans l'introspectif aussi et dans... Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas forcément... C'est descriptif, mais c'est pas forcément ultra descriptif. Déjà, il y a beaucoup de personnages, donc... C'est vrai qu'au tout début du tome 2, il faut s'y retrouver, il faut se rappeler un petit peu de chaque personnage, où est-ce qu'on s'en était arrêté à la fin du tome 1. Mais une fois que c'est fait, ça revient vite, hein, une fois que c'est fait, voilà, il y a beaucoup de personnages, donc on suit plusieurs histoires différentes qui là, dans ce tome 2, vont tac. Voilà, c'est vraiment, dans le tome 1, c'était des trucs bien différents les uns des autres, au début de ce tome 2 aussi, et puis on se rend compte au fur et à mesure que ça fait... Voilà, et ça c'est cool. Et ça c'est cool, c'est vraiment cool, et ça donne vraiment envie d'en savoir un peu plus. Pour moi c'est une histoire, je sais pas comment vous expliquer, que je lis tranquillement. Voilà, clairement, c'est pas le genre de bouquin que je vais bouffer. Vous voyez, je vais me dire, oh là là, faut que je sache, faut que je sache. Je l'ai vraiment lu sur une grande période, mais c'était
voulu entre guillemets, c'est-à-dire que ça me dérangeait pas. C'est-à-dire que moi en général un bouquin quand je sens que ça me prend plus de 3-4 jours, après ça dépend de la taille du livre, hein, mais vous voyez là, c'est un livre qui fait 300 pages, voilà, donc c'est pas un bouquin énorme, mais en général je me dis oh là là, comment ça se fait, voilà. Au bout d'une semaine je me dis comment ça se fait que je mette autant de temps à le lire, enfin voilà, c'est qu'il me plaît pas, c'est voilà, je commence à me poser des questions. Là c'est pas le cas, parce qu'en fait je lisais à côté, d'un autre roman, et c'était pas dérangeant, et de temps en temps je reprenais, et tac, hop hop hop, et je sais pas comment vous dire, je trouve que c'est un peu... je sais vraiment pas l'expliquer, c'est chiant hein, quand même, hein. J'ai envie de vous donner envie de le lire, parce que je trouve que c'est super intéressant, parce qu'il y a un vrai univers, une vraie histoire, c'est pas toujours tout compréhensible, mais c'est pas grave, parce que justement cette part de mystère et d'incompréhension qu'on peut avoir, on sait que ça va venir au fur et à mesure, tranquillement, doucement. Ça me fait un peu penser, au final, aux éveilleurs, mais en mode adulte. Dans les éveilleurs, vous avez un peu cette notion où il n'y a pas énormément d'action. Ça se passe doucement, l'histoire se déroule au fur et à mesure. Il y a beaucoup de personnages qui sont parfois éparpillés avec des histoires qui vont se regrouper, tout ça. Après, forcément, les éveilleurs, c'est peut-être plus facile d'accès parce que c'est de la jeunesse. C'est fait à la base pour les enfants et les adolescents. Là, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'est fait pour les adultes. Et c'est même sûr. Et c'est pas tant qu'il y a des scènes particulières de fesses ou quoi que ce soit, hein, il n'y a pas du tout de ça, hein, clairement pas du tout. Mais c'est clair que ça demande peut-être aussi... Enfin, faut pas vous attendre à manger ça et vous dire ça va être un sacré page turner, ça va... Non, vous retrouverez pas ça. Clairement pas du tout. Et je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve ça quand même super. De temps en temps, de pas avoir un page turner, de pas avoir un truc où où à la fin vous allez vous dire ah mon dieu, voilà, non. Et surtout de pouvoir faire votre petite lecture tranquillos, vous voyez, en mode paresseux, vous voyez. Moi je me vois vraiment, quand j'ai lu ce bouquin, je me trouvais paresseuse, mais dans le bon sens du terme, tranquillement, vous voyez, genre, oh ouais. Et puis je lisais peut-être 2-3 chapitres, puis après je le reposais. Mais c'était pas grave, j'avais eu ma petite dose quotidienne, vous voyez. Et on est vraiment dans du fantastique, limite fantasy, super intéressant, et avec des personnages tous bien différents les uns des autres, avec un auteur qui n'hésite pas à les malmener, ces personnages, qui n'hésite pas à nous faire des revirements de situation oufissimes, et finalement qui n'hésite pas à prendre son temps pour développer son histoire et faire le regroupement justement entre les différentes histoires. Parce que autant on peut se dire mais je vois pas le lien, je vois pas trop le lien entre ça, ça, ça et ça. Voilà. Vous voyez le lien mais il va être très très vague au début et dans le premier tome, et puis au fur et à mesure ça s'amplifie quoi, et c'est ça qui est cool. Ça c'est cool, voilà. Et je vous conseille, voilà. Et enfin deux fins de saga que j'ai faites. Le premier, il s'agit des Pluies, donc le tome 2, puisque c'est une duologie de Vincent Villeminot. J'ai largement préféré ce tome 2 au tome 1. Là, on suit pas les mêmes personnages. Dans le tome 1, on suit principalement Coche et je sais plus le prénom du petit frère de Lou. Mais on suit surtout Coche et le petit frère de Lou, alors que là on suit principalement Lou et Malcolm, donc Malcolm qui est le petit frère de Coche et Lou qui est la jeune fille. Et j'ai largement préféré, il y a beaucoup d'action. Ce que j'ai bien aimé, c'est que là on est plus sur le moment de l'apocalypse, enfin de l'apocalypse, on est plus sur la catastrophe, où dans le premier tome c'est le moment où c'est les pluies justement, et on est en mode mon dieu comment on va survivre. Là c'est fini, voilà, mais c'est l'après, et ça c'est super intéressant. Super intéressant parce qu'au final on se rend compte que c'est un peu de la dictature, un peu, voilà, c'est un peu compliqué, notamment pour les orphelins, hein, ceux qui ont perdu leurs parents. Et Lou et Malcolm, eux, on va un peu en apprendre un peu plus sur ce qu'ils ont pu vivre pendant le tome 1, quand on suivait Coche et Bidule, je sais plus son prénom, Noah, voilà, Noah. Et on va en apprendre un peu plus sur ça, et puis comment ils vont essayer finalement d'aider et de sauver Coche et Noah,
parce que je vais pas vous spoiler la fin du tome 1, ce serait dommage, mais on va dire que du coup Koch et Noah dans ce début de tome 2 sont un peu dans une situation compliquée où ils sont enfermés, emprisonnés. Et du coup Lou et Malcolm vont essayer de les sauver et c'était super sympa. Franchement moi j'ai largement préféré ce tome 2. Par contre c'est pas une saga que je vais garder parce que finalement je la relirai pas. C'était super sympa, j'ai bien aimé, j'ai passé des bons moments, mais je la relirai pas. Donc ce que je vais faire très certainement, c'est que je pense... De toute façon ce tome 2, c'est des épreuves non corrigées, donc je vais pas le vendre, hein, clairement. Je vous le ferai certainement gagner. Mais le premier tome, je sais pas encore ce que je fais. Soit je le vends, soit je vous le fais gagner aussi, je vous fais gagner la saga complète. À voir. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou s'il y a que le tome 2 qui vous intéresse. Ou... Voilà, n'hésitez pas à me dire. Je suis sûre que vous allez me dire un concours avec le tome 1 aussi. En plus surtout que là je commence à accumuler 2-3 petits trucs que je vous ferai bien gagner. Voilà. Donc ouais. Bon, on va y réfléchir. Mais c'est une duologie, donc il n'y a que 2 tomes, donc je vous conseille parce que c'est sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Enfin, je sais pas comment vous dire. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais voilà. C'est pas que ça casse pas 3 pattes à un canard, je sais pas comment dire. Ah, je parle trop. C'était sympa. Voilà, c'était sympa. Et je finis vite avec ce dernier ouvrage parce que j'ai plus de batterie, ça clignote. Qui est donc Les Outrepasseurs, le tome 4, donc le tout dernier tome, ça c'est sûr, donc Ferenusia de Cindy Van Wilder. Alors certes, beaucoup ont pensé, moi la première, qu'en fait ça pouvait se lire indépendamment de la première trilogie, pas du tout. Hein, vous allez rien comprendre si vous lisez pas la première trilogie, c'est un vrai tome 4. Pour le coup c'est le dernier tome, parce qu'on retrouve des personnages de la trilogie, dont Peter, qui est quand même un des personnages principaux. Alors là il est pas, enfin là il se partage la vedette on va dire, mais c'est clairement le personnage principal de la première trilogie, mais là on le retrouve avec aussi le personnage de, pas Antoine, c'est quoi son nom? Je perds tous les noms, c'est une catastrophe. C'est pas Antoine son nom, Igua. Mon Belle, je sais plus. Arnaud, ah je savais que c'était en A. Donc avec Arnaud, donc on va suivre un peu l'évolution, de leurs personnages à eux deux, de leur relation, de l'histoire, parce que ça se passe plusieurs mois après la fin du tome 3. J'ai adoré, voilà. J'ai eu un peu de mal à me remettre dedans parce que le tome 3 est un peu loin hein, en termes de lecture, mais au fur et à mesure j'ai retrouvé mes repères, les personnages, tout ça, et j'ai adoré, vraiment. J'ai adoré aussi l'histoire autour des ferreux qui vont donc être en mode on existe, voilà, on a été en esclavage toutes ces années là et tout. Maintenant on ouvre notre gueule et on libère nos chaînes et ça c'était super sympa. Vous avez donc l'histoire des ferreux et vous avez l'histoire de Arnaud et Peter, voilà. Donc on a ces deux histoires-là qui vont se regrouper aussi à la toute fin, je peux dire. Pas vraiment, enfin ils vont se retrouver à la toute fin. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré, c'est du Cindy Van Wilder, c'est génial. C'est génial. Mais ne pensez pas lire ce tome 4 en dehors de la trilogie. Non, vous comprendrez rien, c'est sûr. Voilà. Mais je vous conseille du coup de commencer par le premier tome. Hein. Maintenant toute la quadrilogie est sortie et il faut y aller parce que c'est génial et que en plus les couvertures sont magnifiques. Voilà, qu'attendez-vous ? Encore une fois. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je finis assez rapidement parce que ça va me couper. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, s'ils vous font envie, voilà, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.